La fois passée, on avait vu la définition d'une entreprise, c'est quoi une entreprise. Et donc on avait dit que pour l'entreprise, elle est étroitement liée avec le monde extérieur. Donc, on avait dit au 19e siècle, l'entreprise était une boîte fermée. Donc, l'objectif le but de l'entreprise, c'est le gain, plus de gains, plus de ventes, donc un gain maximal. Aucun investissement. Mais à la fin du 19e siècle, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont déclaré faillite. Donc, il y a eu un changement de politique d'entreprise. Donc là, elle est devenue une entreprise qui est ouverte, c'est un système et en même temps une organisation qui est ouverte sur le monde extérieur. Donc, on avait vu aussi les différents partenaires de l'entreprise, différents partenaires de l'entreprise. Et en conclusion, on avait dit que l'entreprise ne s'arrête jamais de changer. Donc, c'est une unité sociale organisée pour atteindre un certain objectif. Elle suppose un but formel, une division de tâches et une attribution des rôles. Un système de communication, un mécanisme de prise de décision, un ensemble de règles d'évaluation de l'activité. Donc, vous voyez que l'entreprise, c'est une entité qui est vivante. Donc, elle est tout le temps en contact avec le monde extérieur. Donc, il y a une influence de l'entreprise sur le monde extérieur, sur l'environnement. Il y a aussi une influence de l'environnement, une influence de l'environnement sur l'entreprise. Donc, c'est vice-versa. C'est vrai qu'il y a des frontières entre l'entreprise et l'environnement, mais il y a toujours un échange qui est permanent. Donc, on avait dit aussi, je vous avais donné aussi un organigramme qui, qui présente l'influence de l'environnement sur l'entreprise. Donc, on avait dit qu'il y a peut avoir une influence politique, donc lorsqu'il y a une décision. Donc, ça a un impact direct sur l'entreprise, ou bien l'inverse. Des fois, les entreprises qui poussent les pouvoirs publics à changer de loi suite à des plaintes de ces derniers. Sur le plan économique, l'entreprise, il y a toujours une croissance avec l'entreprise. Donc, on paye des impôts, il y a d'importation de produits, il y a toujours un système d'exportation. Donc, elle est toujours bénéfique pour l'économie nationale. Sur le plan socio-culturel, l'entreprise, elle invente de nouveaux systèmes qui ont un impact positif sur le plan socio-culturel. Donc, ça développe la culture du citoyen. Sur le plan technologique aussi, l'entreprise a un impact des fois d'étroite collaboration entre l'université et les entreprises. Donc, il y a toujours un système de développement et de recherche. Sur le plan écologique aussi, l'entreprise à, veille à assurer une bonne écologie nationale. Donc là, des fois, il y a un plan d'action des entreprises pour la protection de l'environnement. Sur le plan légal, bien sûr, l'entreprise, elle est gérée par une législation nationale de texte de loi qui, qui gère les entreprises ou bien qui balise les entreprises. Et des fois, il y a des handicaps réglementaires qui poussent ces entreprises à se plaindre auprès des pouvoirs publics où il y a des fois des réformes de texte de loi. Donc, vous voyez que l'entreprise elle est en étroite collaboration avec l'environnement. Donc, on avait aussi parlé la fois passée d'un organigramme, d'organigramme, de, donc on avait parlé d'organigramme, de structure d'une société, d'une entreprise de fabrication. Ensuite, on avait parlé aussi, je vous ai montré un organigramme d'une entreprise de distribution de produits pharmaceutiques. Donc, on avait dit qu'il y a toujours
l'étroite collaboration entre l'environnement et l'entreprise. Donc là, j'ai différents partenaires qui ont un impact positif et négatif sur l'entreprise. Maintenant, on va voir le fond juridique de l'entreprise. Il faut savoir qu'il y a on peut avoir la création de plusieurs types juridiques d'entreprise. Donc, un des formes juridiques, c'est la forme réglementaire de la création d'une entreprise. Donc, vous êtes un groupe qui veulent inventer ou bien qui veulent créer une entreprise de production pharmaceutique. Vous êtes un groupe qui veulent créer une entreprise de distribution de médicaments. Donc, il faut choisir une forme, il faut donner une forme à cette entreprise. Donc, la forme, elle est de la manière suivante. Donc, si vous voulez créer seul votre entreprise, on appelle ça l'entreprise individuelle, c'est la personne physique. Donc, généralement, ces types d'entreprises sont de taille modeste, sans statut. Donc, le statut, c'est quoi? Le statut, c'est quoi? C'est un acte notarié qui définit l'entreprise. Donc, le statut, il est établi chez un notaire, donc il définit l'entreprise. Bien sûr, ce statut, il est publié sur un journal national. Donc, à cause de confusion entre le patrimoine du créateur et celui de l'entreprise, l'acquittement des dettes de l'entreprise peut s'étendre au bien personnel du créateur. Donc, l'inconvénient, bon, c'est un inconvénient, je dis beaucoup plus un inconvénient, c'est que ce type d'entreprise individuelle, si la personne, donc là, on est devant une seule personne, si la personne, elle déclare faillite, non seulement les biens de la société seront saisis, mais s'ils aident les biens, c'est-à-dire le montant de ces biens n'est pas suffisant pour payer les dettes, donc il passe à la saisie des biens personnels des biens personnels du créateur de la société, du propriétaire de la société. Donc il y a aussi toujours dans le cadre d'un développement d'une société individuelle, la heure. Quand vous allez remarquer au niveau de l'emballage de certains produits que vous allez acheter, des fois c'est mentionné heure. Heure, qu'est-ce que ça signifie? C'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, une seule personne qui va créer cette société. Donc, la société de personnes, le capital minimum exigé est de 100 000 dinars. Donc, la personne, elle doit réserver un minimum de 100 000 dinars comme capital de la société. Les biens personnels du créateur seront distincts de ceux de l'entreprise et ils ne répondent de ce fait des dettes de l'entreprise qu'à concurrence du capital social. Donc, le marque de création du registre commerce confère la personnalité morale à l'entreprise et la qualité commerçante au gérant. Donc, on a le type d'entreprise. Bien sûr, donc, dans ce cas-là, il y a un statut. Le statut il est obligatoire dans ce type de société. D'accord. Donc, le statut il est obligatoire. Un capital minimum est de 100 000 dinars. Mais là, l'avantage, c'est que s'il y aura une faillite, il n'y aura pas de saisie des biens personnels du propriétaire de la société. Donc, il y aura uniquement la saisie des propriétés de l'entreprise. Et là, ils vont saisir tout ce qui est véhicule, tout ce qui est équipement, etc. Et ça s'arrête là. Bien sûr, le capital social qui a été bloqué, c'est les 100 000 dinars. Et ça s'arrête là. Les biens personnels du propriétaire ne seront pas saisis. Donc là, la personnalité morale, l'immatriculation au registre commerce, confère à la personnalité morale. Ça veut dire qu'ils vont donner un nom à la société. Par exemple, ils donnent un nom à une société, mais pas le nom
pas le nom de la personne qui a créé la société. Donc, un nom, un nom de la société. Le gérant, c'est-à-dire la société, c'est une personne, c'est un poste salarié. Le gérant peut être défini comme salarié, mais pas forcément comme le propriétaire de l'entreprise. Donc, le propriétaire de l'entreprise va injecter de l'argent, va nommer son entreprise, le gérant, il sera une personne qui aura un salaire, qui travaille en tant que gérant à l'intérieur de cette société. Donc, il y a dans certains cas où le propriétaire, il peut se nommer gérant auprès de la société, mais à condition qu'il n'aura pas une occupation d'un entreprise. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est les entreprises avec des associés. Donc, les entreprises avec des associés, donc vous avez le premier type d'entreprise, c'est les sociétés en nom collectif, bien SNC. Donc, le nombre minimum d'associés est de 2. Donc, c'est 2 et plus. Pas de minimum de capital social exigé et il est divisé en parts sociales. La gérance appartient à tous les associés, sauf stipulation contraire du statut. Donc là, dans le cas, s'ils ne vont pas définir un gérant, donc c'est tous les associés qui deviennent gérants. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils soient dégagés de toute activité. Tous les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, tous les associés, si l'entreprise elle déclare faillite, ils vont payer les dettes à cette entreprise. L'immatriculation enregistrement confère à l'entreprise la personnalité morale et à tous les associés la qualité de commenseur. On va passer. Donc, après la SNC, on va voir la SCS. Société en commandite simple. La SCS. Société en commandite simple. Donc, c'est une société qui est hybride de personnes pour les commandités et de capitaux pour les commanditaires. Donc là, les personnes pour les commandités. Donc, c'est quoi les commandités? Les commandités, c'est toute personne qui va apporter un fonds, c'est-à-dire de l'argent. Donc, plutôt, c'est toute personne qui va travailler, qui va donner des compétences, qui va travailler à l'intérieur de l'entreprise. Là, on les appelle commanditaires. Et les commanditaires, c'est les petites personnes qui vont rapporter de l'argent. Donc, dans ce type de société, vous avez 2 catégories. Vous avez les personnes qui vont ramener de l'argent, mais ils ne travaillent pas au sein de la société. C'est eux qui vont ramener le capital de la société. Et vous avez d'autres personnes qui doivent être comme actionnaires au sein de au sein de la société, mais pas avec de l'argent, avec leur travail, leur compétence. Et dans ce cas-là, il y aura les bénéfices qui seront partagés entre les deux parties, entre les personnes qui ont les commodités, entre les commodités et les commoditaires. Le capital social est divisé en parts sociales. Là, le capital social est divisé en parts sociales. C'est-à-dire, imaginez que vous avez 2 personnes qui vont ramener de l'argent et 2 personnes qui vont travailler au sein de cette société. Donc, ils ne vont pas donner de l'argent. Le capital social, il sera partagé en 4. C'est-à-dire, même les personnes qui ont, là, c'est des associés, mais ils ont des compétences. Donc là, on les appelle les commandites. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Donc, le gérant, il peut être un des personnes de commodité, comme il peut être nommé en tant que salarié à l'intérieur. Notre personne, pas action. Les commodités répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entreprise. Les commanditaires ne répondent des dettes de l'entreprise qu'à concurrence de leur affaire. C'est-à-dire là, s'il va y avoir une faillite de l'entreprise, les apports personnels, c'est-à-dire le capital social de l'entreprise, avec tout son fonds de roulement, il sera saisi avec les équipements, etc. Donc, s'il y aura un supplément à payer, c'est pas les commanditaires qui vont le payer, c'est les commanditaires, les personnes qui travaillent.
Donc, l'immatriculation en registre de commerce confère à l'entreprise la personnalité morale et aux commandités la qualité de commerce. La SAR. Pour la SAR, société à responsabilité illimitée. Donc, la SAR est une société de capitaux composée entre 2 à 20 associés. Le capital social minimum exigé pour sa constitution est de 100 000 dinars. Le capital social est divisé en parts sociales d'égale valeur nominale de 1000 dinars, un minimum de 1000 dinars. Géré par un ou plusieurs gérants, les associés répondent des dettes de l'entreprise à concurrence de leur apport. Donc, l'immatriculation du registre commerce confère la personnalité morale à l'entreprise et la qualité de commerçant uniquement au gérant. Donc là, le gérant, bien sûr, le gérant, généralement, c'est une personne qui va être nommée. Donc, on aura un poste en salarié plutôt en tant que salarié au sein de l'entreprise. Et s'il y aura une faillite, il y a uniquement les apports des actionnaires qui vont être saisis, bien sûr, avec tous les biens de la société. Donc là, il n'y aura pas, il n'y aura pas de, il n'y aura pas, c'est-à-dire de poursuite sur les biens personnels des associés. Pour cette raison, si vous avez remarqué, en Algérie, la majorité des entreprises, c'est des SARL. La majorité des entreprises, c'est des SARL. Pourquoi des SARL? Parce que dans le cas d'une faillite, les biens personnels des associés ne seront pas atteints. C'est-à-dire, si vous avez, imaginez que vous avez une entreprise, vous avez des véhicules en nom, ils n'ont pas les biens de l'entreprise. Donc, les associés, ils ont des véhicules, ils ont des biens personnels, des logements, etc. Donc, même si l'apport ne va pas suffire, c'est-à-dire et le capital social et tous les biens de la société avec le fondement vont être saisis et ils ne vont pas couvrir les dettes, il n'y aura aucune poursuite judiciaire sur les biens personnels aucune saisie sur les biens personnels des associés. Donc maintenant, on va passer à notre société. La SPA. Donc la SPA, c'est une société de capital. La forme par excellence des grandes entreprises. Un minimum de 5 actionnaires. Le minimum de capital social pour sa constitution est de 5 millions de dinars en cas d'appel public à l'épargne et de 1 million de dinars s'il n'y a pas d'appel public à l'épargne. Donc l'appel public à l'épargne, c'est quoi? C'est lorsqu'ils veulent créer une société, ils vont faire un appel sur la voie publique pour des personnes qui veulent adhérer à cette société en tant qu'actionnaire. C'est-à-dire pour des gens qui vont ramener de l'argent. Donc, dans ce cas-là, s'il y aura cet appel, donc le capital social sera de 5 millions de dollars. S'il n'y aura pas cet appel, donc c'est 1 million de dollars. C'est-à-dire s'il y a un groupe, un groupe de personnes qui vont s'unir, une vingtaine ou une trentaine de personnes, qui vont s'unir pour créer une société par action, de société. Donc là, le capital doit être un minimum de 1 million de dollars. Donc le capital de social est divisé par action, c'est-à-dire le capital social négocie 1 million de dollars. Ils vont donner une valeur à l'action. Imaginez que l'action, elle va être définie à 10 000 dinars. Dans ce cas-là, il y a un capital d'1 million de dollars, c'est-à-dire l'entreprise, elle contient 100 actions. Bien sûr, là, pendant le cas, les actions, c'est pas une égalité. Le capital social n'est pas partagé en actions égales entre les actionnaires. Donc, il est partagé selon l'apport de chaque personne. Imaginez que on a 100 actions de 10 000 dinars. Vous avez 10 actionnaires, 10.
عندك واحد مد بون عندك 9 مد 10,000 دينار، وواحد مد 91,000 دينار، ولا 9 مد 20,000 دينار، وواحد مد 820,000 دينار. دونك là واحد il a 82 actions والاخرين كان عندهم 2 actions déjà. Voilà, c'est ça le partage du capital social. Donc, elle est gérée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins et de 12 au plus, présidé par un président directeur général, contrôlé par un conseil de surveillance. Donc là, il y a un conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est quoi? Donc là, je vais vous donner un petit peu l'aperçu comment ils peuvent créer cette société. Donc là, il va y avoir des actionnaires. Imagine on est une centaine d'actionnaires. Donc on va organiser une assemblée générale. Cette assemblée générale, c'est-à-dire l'assemblée générale, c'est-à-dire les actionnaires, ils les vont. Donc il va y avoir un commissaire au compte qui va être présent lors de cette assemblée générale. Et le commissaire de compte, il va y avoir l'établissement d'un PV, d'un procès verbal d'assemblée. Pourquoi aujourd'hui, les actionnaires se sont réunis et ils ont décidé de créer une société d'importation de produits pharmaceutiques. Et là, il va y avoir un PV. Donc là, il va y avoir un statut qui sera créé et il va y avoir des apports des actionnaires qui vont être invités. Et là, la société, elle a été créée. Et lors de cette assemblée générale, il va y avoir l'élection, une fois les apports les bureaux, il va y avoir une deuxième assemblée générale il va y avoir une élection d'un conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration, c'est pas les personnes qui vont travailler à l'intérieur, c'est les personnes qui vont apporter des capitaux, c'est les actionnaires. Donc, il va y avoir les élections de 12 personnes au sein un maximum de 12 personnes au sein de ce conseil d'administration. Donc, il va y avoir la nomination d'un président général, d'un directeur général, qui est contrôlé par un conseil de surveillance. Donc là, le conseil d'administration, il est là pour assister les personnes et le directeur qui vont travailler, c'est-à-dire le directeur général de la boîte, de la société. S'il veut prendre des décisions, il doit d'abord solliciter le conseil d'administration. Il doit être réuni avec le conseil d'administration. Il va dire, on veut augmenter le capital, on veut faire des extensions de l'entreprise. Donc, le conseil d'administration, il est là pour donner le OK, l'aval à la société. C'est-à-dire là, le directeur, il va gérer la boîte. Et la boîte qui va être gérée, elle est contrôlée par un conseil d'administration. C'est-à-dire, il y a des fois des procédures où le directeur n'a pas de main, il peut pas prendre de décision s'il ne va pas avoir le OK du conseil d'administration. Des fois, le conseil d'administration, il peut pas prendre de décision. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit au directeur général, il va dire, on a la décision plutôt la proposition, on ne peut pas prendre le risque. C'est une proposition qu'on ne peut pas prendre, nous donner une décision finale. Donc, on vous recommande d'organiser une assemblée générale. Et là, la décision, elle vient à la base. Donc, c'est les actionnaires qui vont décider. Donc, vous voyez que cette société, elle est formée d'actionnaires qui vont ramener les capitaux. Et bien sûr, il y a l'organigramme de l'entreprise, c'est-à-dire il va y avoir un directeur général. Ensuite, il va y avoir de la main-d'œuvre, une direction des ressources humaines, une direction générale, direction de planification, une direction de. Et puis, il va y avoir plusieurs directions de travail et plus la masse salariale. Donc, le fonctionnement des organes de gestion obéit à des règles strictes. La responsabilité des actionnaires des dettes de l'entreprise est à concurrence de leur apport.
L'immatriculation confère la personnalité morale à l'entreprise et la qualité de promotion aux membres du conseil d'administration. Donc là, les membres du conseil d'administration, c'est eux qui vont avoir la qualité de promotion et la personne morale, c'est la société, SPA, etc. Donc, vous voyez que ce type d'entreprise, c'est une entreprise qui est très démocratique. La direction ne peut pas prendre de décision s'il n'y a pas un conseil d'administration, s'il n'y a pas l'aval du conseil d'administration, et des fois, il passe aux actionnaires. Bien sûr que tout ça, tout ce dispositif, il est toujours contrôlé. Généralement, les sociétés, comme les Schnarr, ils sont contrôlés par un commissaire au compte. Donc, le commissaire au compte, il est là pour veiller sur les actions des personnes qui ont donné des capitaux. Donc, tous les actionnaires leur bien, leur argent qui a été injecté à l'intérieur de l'entreprise, il est veillé par un commissaire au compte. Donc, le commissaire au compte, il fait le suivi de la comptabilité de la boîte. C'est-à-dire, donc la boîte, elle a un comptable, une comptabilité insérée. Il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des ventes, il y a des transactions, il y a des charges, il y a des frais, il y a des salaires à dégager, il y a un bénéfice à la fin de l'année. Donc, toutes ces transactions, elles sont inspectées par, bien sûr, elles sont gérées par un gérant, un département de gestion et de comptabilité de la boîte. Ce département, il est consulté à chaque fois par un commissaire au compte. Et dès une fois par an, le commissaire au compte, il se réunit avec les actionnaires pour leur présenter le bilan, et pour pas uniquement la présentation, mais il est là pour critiquer le bilan, faire des recommandations aux actionnaires. Tout ça, c'est pour veiller sur le bon fonctionnement et éviter la faillite afin de protéger les capitaux des actionnaires. S'il y aura des actions malveillantes, c'est-à-dire un détournement, et le commissaire au compte, il va faire le détournement. Donc, il a la carte blanche de saisir directement le procureur de la République. Tout ça, pourquoi? C'est pour protéger les actions des actionnaires ou bien l'argent des actionnaires. Donc, maintenant, on va passer à la SCA, Société en commandite par action. Donc, c'est une société qui est hybride, de personnes pour les commandités et de capitaux pour les commanditaires. Donc, elle est constituée entre un ou plusieurs commandités et des commandités. Le nombre d'associés commanditaires ne peut être inférieur à 3. Le minimum de capital social pour sa constitution est de 5 millions de dinars en cas d'appel public à l'État et 2 millions de dinars s'il n'y a pas d'appel public à l'État. Le capital est divisé en actions. Elle peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Donc, maintenant, c'est la même chose que la SPA, mais les personnes qui vont ramener il y a deux types d'actionnaires. Les actionnaires qui vont ramener des capitaux et les actionnaires qui vont travailler, donc les commodités et les commanditaires. Les commanditaires sont des actionnaires et ne supportent des pertes qu'en concurrence de leur rapport. Les commanditaires répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entreprise. L'immatriculation du registre commerce confère la personnalité morale à l'entreprise et la qualité de commerçant au commanditaire. Le groupe. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous arrivez à me suivre? S'il vous plaît. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va continuer. Le groupement. Donc, le groupement, il est constitué entre deux ou plusieurs personnes morales pour une durée déterminée. Il ne donne pas lieu par lui-même
à la réalisation et au partage des bénéfices qui peut être constitué sans capital. Donc là, vous voyez que la particularité, c'est que du groupement, il est constitué entre deux ou plusieurs personnes morales, c'est-à-dire plusieurs sociétés qui vont s'unir en un seul groupement. Il ne donne pas lieu par lui-même à la réalisation et au partage des bénéfices et peut être constitué sans capital. Il est administré. C'est normal qu'il peut être constitué sans capital parce qu'il y a des sociétés qui sont déjà créées et qui sont en activité qui vont s'unir en groupement. Il est administré par une ou plusieurs personnes. Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils seront solidaires, sauf convention contraire avec des tiers contractuels. Donc, les matriculations au registre de commerce contraire, groupement de personnalités morales. Les filiales. Lorsqu'une société possède plus de 50% du capital d'une autre société, le second est considéré comme filiale de la première. Une société est considérée comme ayant une participation dans une autre société si la fraction du capital qu'elle détient dans cette dernière est inférieure ou égale à 50%. Donc là, si une société elle a une part de moins de 50%, donc on dit que la deuxième société, c'est une filiale de la première société. Dans tous ces textes, toutes ces définitions, donc, elles ont des références juridiques. L'ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975 portant le code de commerce modifié et complété. En l'ordonnance 96-27 du 9 décembre 1996 et la loi 0408 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales. Voilà. Donc ça, à ce jour, ces définitions n'ont pas changé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc maintenant, on va passer aux entreprises pharmaceutiques. Donc pour les entreprises pharmaceutiques, conception, politique, stratégie et assurance qualité. Donc il faut savoir que l'entreprise pharmaceutique, elle est gérée par une réglementation, elle est gérée par les lois. L'entreprise pharmaceutique, elle est là pour travailler conformément aux lois de la République. L'entreprise pharmaceutique, elle est là pour travailler conformément aux textes réglementaires du ministère de la Santé et récemment du ministère de l'Industrie. Donc, il n'y a pas une autonomie totale. Même si c'est une entreprise privée, elle n'a pas une autonomie totale. Il faut savoir que l'accès aux soins de santé est un droit de toute personne. Donc ça, c'est par rapport au traité international. Il est impossible de respecter ce droit sans assurer un accès équitable aux médicaments essentiels nécessaires pour le traitement des maladies prioritaires. Cette nouvelle stratégie repose sur 4 objectifs majeurs. Donc, l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels. Donc, connaissez les médicaments essentiels. Donc, c'est un médicament où toute personne a un droit à son accès. Renforcement des politiques pharmaceutiques nationales. Amélioration de la qualité et de la fiabilité des médicaments. Donc là, on est devant l'assurance qualité. Promotion d'une utilisation rationnelle de ces derniers, bien sûr, pour éviter le gaspillage afin de limiter les dépenses. Donc là, on a un organigramme. Donc on a un organigramme qui présente, vous avez un organigramme qui présente le chiffre d'affaires par année de la consommation mondiale du médicament. Donc de 2001 jusqu'à 2017. Donc en 2001, la consommation mondiale en médicaments, elle était de 390,2 milliards de dollars.
Donc, 2002, 427. 2003, 498. Il y a toujours une croissance, c'est tout à fait normal parce que là, il y a le chiffre augmente parce qu'il y a une consommation due à l'augmentation de la population mondiale et de l'augmentation de l'espérance de vie. Donc, vu que l'espérance de vie elle est augmentée, donc là, la consommation elle va augmenter parce que là, vu qu'on prolonge l'espérance de vie, il y a de nouvelles pathologies qui sont découvertes dans ce cas-là. Donc, il y a de nouveaux traitements qui vont apparaître sur le marché. Donc, jusqu'à 2017, on est arrivé à 1143 milliards de dollars de consommation en matière médicamenteuse à l'échelle mondiale. Si on va voir à peu près ce chiffre, comment il est réparti à l'échelle mondiale. Donc, si on va voir les continents. Donc, ça, c'est une répartition qui a été faite en 2021. Ça a été faite en 2021. Vous voyez que sur ce chiffre, qui est bon, qui est à peu près, qui avoisine en 2021 les 1105 milliards de dollars, à peu près. Donc, 49%, il est dépensé, il est consommé en Amérique du Nord. Ensuite, il y a l'Europe qui représente 21,8% de ce chiffre. Ensuite, on a l'Asie qui représente 21,7% de ce chiffre. Donc, si on va voir la Turquie avec le Moyen-Orient, c'est l'Euro-Asie, donc ce côté, il représente 2,2%. L'Afrique représente 0,7%. L'Amérique latine, 4,6%. Vous voyez que l'Afrique, elle représente 0,7% de la consommation mondiale de médicaments. Donc, tout ça, c'est par rapport au sous-développement. Donc, lorsqu'on prend l'Afrique, c'est vrai que l'Algérie, elle est au niveau de l'Afrique, mais elle ne représente pas ce chiffre qui est représenté l'Afrique. C'est-à-dire là, on a plus ou moins, on va voir maintenant par rapport à l'Algérie. Donc, il faut savoir aussi que la consommation algérienne en médicaments, elle est par habitant, elle est de 80 dollars par an. Bien sûr qu'on a une facture qui est à peu près, qui avoisine, elle est entre 3 et 4 milliards de dollars. Donc, chaque année, elle est située dans cette prochaine. Donc, si on va partager ce chiffre au nombre d'habitants algériens, donc on voit que la consommation, mais les dépenses au niveau de l'Algérie, c'est représente 80 dollars par an par habitant. Si on va voir les autres pays, donc en Amérique, au Japon, c'est 700 dollars par habitant. En Europe, c'est 600 dollars par habitant. Donc là, vous voyez qu'ils sont pratiquement à 7 à 8 fois plus supérieurs, les dépenses sont 7 à 8 fois plus supérieures que le citoyen algérien. Donc, je répète que notre chiffre d'affaires, bien notre marché algérien en médicaments, il est situé à 3 à 4 milliards de dollars. Et par rapport à un marché mondial actuellement qui a atteint les 1400 milliards de dollars. C'est-à-dire là, en 2021, on est arrivé à 1400 milliards de dollars. L'entreprise pharmaceutique, elle est en service de la population et de la République. Elles doivent respecter la réglementation en vigueur, les normes de conception, la politique et la stratégie nationale et l'assurance qualité. Donc, vous voyez que une entreprise pharmaceutique, même si elle est privée, ou bien multinationale, si elle est installée en Algérie, donc elle doit respecter les lois de la République.
Donc, ces lois de la République, on est géré par une loi sanitaire. Donc, la loi sanitaire. Donc, une première loi sanitaire qui a été établie en 1985. Moi, j'ai cité l'ancienne loi parce que actuellement, on est en train de travailler avec les deux lois. On est en train de travailler avec la loi 8507 qui date depuis 1985 et qui a géré la santé publique de 1985 jusqu'à 2018. Donc, en 2018, il y a une réforme de cette loi. Donc, cette loi, il y a une réforme et elle a été, la loi 1811, qui a été publiée au journal officiel le 2 juillet 2018. Donc, elle a commencé son activité à partir du 2 juillet 2018. Moi, j'ai dit qu'on est en train de travailler avec deux lois parce que là, il y a certains textes, donc la loi, elle vous donne la globalité de la réglementation. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des textes réglementaires que le ministère qui représente cette loi, c'est-à-dire le ministère de la Santé, va établir des textes d'application de cette loi. Donc, pour pour les articles de la loi où il y a eu déjà des textes d'application, donc l'application de ce nouveau texte va entrer en vigueur. Mais s'il n'y a pas eu encore l'application ces textes d'application de ces articles, donc automatiquement on reste à l'ancienne. Donc c'est pour cette raison, jusqu'à ce jour, parce que il n'y a pas eu encore tous les textes d'application par rapport à tous les articles de la loi, la 18. Donc il y a une partie, on travaille avec la 1811, il y a quelques exceptions, on travaille avec la loi 85-07. Donc si on va lire rapidement les articles de cette loi, donc l'article 1 de la loi 1811, bien sûr on n'est pas 1811, la présente loi fixe les dispositions et les principes fondamentaux et vise à concrétiser les droits et les devoirs de la population en matière de santé, pour objet d'assurer la prévention, la protection, le maintien et le rétablissement de la population, de la santé des personnes dans le respect de la dignité, de la liberté, de l'intégrité et de la vie privée. Bon, voilà, c'est le premier texte, le premier article. Le deuxième article, la protection et la promotion de la santé concourt au bien-être physique, mental et social de la personne, à son épanouissement au sein de la société et constitue un facteur essentiel du développement économique et social. Ça, on va voir aussi l'article 3. Les objectifs en matière de santé consistent à assurer la protection de la santé des citoyens à travers l'égal accès aux soins, la garantie de la continuité du service public de santé et la sécurité sanitaire. Les activités de santé s'appuient sur les principes d'hiérarchisation et de complémentarité des activités de prévention, de soins, de réadaptation des différentes structures et les établissements de soins. L'article 4. La politique nationale de santé s'appuie notamment dans sa mise en œuvre sur l'intersectorialité à travers la contribution, l'organisation et l'orientation des différents acteurs intervenant dans le domaine de la santé. Vous voyez que la politique s'appuie sur l'orientation, l'organisation et l'orientation. L'article 5, le système national de santé s'appuie par un secteur public fort. L'article 6, le système national de santé vise la prise en charge des besoins de la population en matière de santé de manière globale, cohérente et continue. Son organisation et son fonctionnement sont basés sur les principes d'universalité, d'égalité d'accès aux soins, de solidarité, d'équité et de continuité au service public et de prestation de la santé. Donc, vous voyez, donc là, les textes, bon, je les déposé, là, je pense pas que je vais tenir. Mais ces textes, c'est pour vous montrer, pratiquement, c'est-à-dire la politique nationale. Donc, la loi sanitaire, elle est là pour viser l'égalité, elle est pour viser l'organisation des professionnels, ou bien, de tous les acteurs de santé, que cette loi, elle gère toute la santé publique, c'est-à-dire
la santé, c'est-à-dire des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, le secteur privé, le secteur public. Elle gérait à un certain moment l'industrie pharmaceutique, l'importation de médicaments, la nomenclature des médicaments, la formation continue, la prévention, etc. Donc, tout ce qui est en relation avec la santé publique, elle est là pour la gestion. Donc là, tous les professions, que ce soit médecin, pharmacien, industriel, ils doivent respecter la loi sanitaire. Il est là pour veiller la loi sanitaire. C'est-à-dire, si une personne, elle veut monter une boîte pharmaceutique en Algérie, elle va d'abord connaître la réglementation, les objectifs des pouvoirs publics par rapport au système de santé. Donc, une fois qu'il va, vous allez connaître toute la politique et toute la stratégie nationale. Donc, dans ce cas-là, on va passer à une deuxième étape qui est à la conception, le nombre de conception d'une entreprise pharmaceutique. Et cette entreprise pharmaceutique, elle est là, elle est là, ça dépend de quel type d'entreprise pharmaceutique. Mais si on va vers l'industrie pharmaceutique, une société de production ou bien d'importation de produits pharmaceutiques, donc là, on est devant un deuxième ministère qui a apparu depuis 2019 et qui est le ministère de l'industrie pharmaceutique. Donc là, on va détailler un petit peu ce ministère dans la séance prochaine du dimanche prochain. Donc là, en résumant, donc, tous les acteurs de la santé, les propriétaires d'une entreprise pharmaceutique, donc on va voir quelles sont les différentes entreprises pharmaceutiques toujours la prochaine séance, la conception de chaque entreprise. Donc là, elles doivent se référer à un texte de la République. Avant de se référer au texte de la République, il faut qu'elles se réfèrent au texte réglementaire et à la politique mondiale de la santé, de chaque citoyen, de la population mondiale, et bien sûr à la politique mondiale sur le plan économique. Donc, en premier lieu. Ensuite, en second lieu, on doit se référer à tous les textes de la réglementation du pays où il va y avoir l'implantation du produit pharmaceutique ou bien de l'entreprise pharmaceutique. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a toujours des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions?